merci à nos deux intervenants. Je renouvelle nos remerciements. Alors la question est certes sans doute moins redoutable, quoique ça dépend du contexte. J'imagine qu'en conseil de faculté, la question qu'est-ce que le droit, ça peut aller. La question qu'est-ce que l'enseignement du droit, ça peut être un peu plus... Ça peut créer d'autres débats en tout cas. J'espère que... Je sais que vous ne serez pas effrayés par cette question, qui effectivement, tu l'as dit Maxime, là pour le coup on est vraiment sur une question qui est très transversale, qui va vraiment de la première année au doctorant, voire plus. Vos situations respectives font que je vais commencer par une question qui est assez logique, c'est est-ce que vous voyez finalement une différence profonde ou non, et le cas échéant de quelle nature, entre enseigner le droit dans une faculté de droit et enseigner le droit dans un institut d'études politiques? Je vais commencer, c'est le privilège de l'autre, hein. Je me permets sur Oscar. Et d'abord, simplement pour vous remercier toutes et tous au sein de l'association d'avoir organisé cet événement, de votre pugnacité face aux événements, et je me réjouis de voir cette salle comble, alors qu'il y a une concurrence féroce par l'organisation du concours d'éloquence au même moment. Donc bravo à tous et tous. Votre sagacité aussi mérite d'être remarquée pour la façon dont la question est posée. Déjà, je me réjouis que vous n'ayez pas demandé si l'enseignement du droit était obsolète, ce qui est quand même une bonne chose sur les méthodes. Peut-être pour commencer sur ce point, mais je pense que voilà, je vais introduire la réponse à cette question, et Rostan la terminera mieux que moi parce qu'il connaît mieux la faculté que je connais, Sciences Po Ex. Mais pour insister sur les différences, elles sont connues. Pour ce qui est de la faculté de droit et de sciences politiques en particulier, la première spécificité et différence, indépendamment d'un certain nombre de choses sur l'objectif et la diversité des enseignements qui peuvent être proposés dans nos établissements respectifs, mais si on est simplement sur la méthode, c'est une contrainte en réalité. Nous avons, nous, une contrainte de volume qui est très importante, puisque nos amphithéâtres, vous le savez, en première année sur le site d'Aix-en-Provence, comportent 750 étudiants environ, ce qui est effectivement gageux à certains égards, et puis surtout ce qui ne permet pas de faire un certain nombre de choses. Alors à cela s'ajoute une autre particularité de la faculté de droit, c'est son caractère multisite, Aix-en-Provence, Marseille et Arles, puisque cette difficulté et ce volume d'étudiants que nous avons sur Aix-en-Provence ne se retrouvent absolument pas sur le site arlésien, où j'étais hier, puisqu'en première année, je contrôle mes collègues, il y a à peu près 90 étudiants. Donc, c'est assez singulier, mais on peut ainsi avoir certaines méthodes d'enseignement sur le site d'art. Moi, j'ai enseigné en troisième année, ils sont 20. J'ai enseigné en même moment en troisième année en division A, ils sont 450, 500. Et je faisais le même cours de procédure pénale. On n'a pas du tout la même approche avec 20 étudiants qu'avec 500. C'est différent, c'est pas mieux ou moins bien, mais pardon de le dire, peut-être que l'amphithéâtre peut flatter pour certains d'entre nous notre côté rockstar, d'arriver devant une salle frétillante, trépignante, et prendre le micro, mais c'est évidemment beaucoup plus vertical, alors qu'un enseignement à 20, c'est presque un TD de 30 heures qui nous est offert avec nos étudiants. C'est aussi une contrainte dans l'autre sens, c'est-à-dire qu'on peut proposer, ça rejoint peut-être moins la question des méthodes que celle du contenu, mais un certain nombre d'options, de projets, de cours bonus, etc. sur le site d'Aix-en-Provence, parce qu'on aura toujours des étudiants intéressés, même si c'est une proportion, on sait qu'il y a un public, ce qui n'est pas toujours le cas sur le site d'art, et on sait que voilà, dans nos réflexions, surtout par exemple, parce qu'on y réfléchit beaucoup par exemple dans l'équipe des Canals, lorsqu'on propose quelque chose, il faut être attentif parce que cela puisse être proposé sur l'ensemble de nos sites, ce qui dépasse 5. Donc c'est cette double contrainte, à la fois s'adapter à des volumes très différents, qui excluent certaines méthodes et qui pourraient exclure certaines approches parce qu'on n'aurait pas toujours le public. Mais peut-être Rostan pourrait vous dire ce qu'on est de Sciences Po. Oui, en fait, ce que je comprends en t'entendant, et tu valides une sorte d'intuition, c'est que les méthodes d'enseignement sont largement informées par l'environnement dans lequel elles se déploient. Évidemment, quand on est dans un environnement multisite, monodisciplinaire, même si le terme n'est pas péjoratif, c'est une faculté de droit et de sciences politiques, mais d'abord une grande et ancienne faculté de droit, on n'est pas tout à fait dans la même situation que dans un établissement du type Institut d'études politiques,
où on couvre un spectre très large de disciplines, si bien que l'enseignement du droit s'inscrit dans un environnement qui lui-même est pluridisciplinaire. Puis il y a une autre contrainte qui n'est pas moindre, au-delà de la multiplicité des sites, c'est la contrainte liée au flux. Quand je suis arrivé à la faculté de droit en 1996, il y avait 4500 étudiants à peu près. Au plus, aujourd'hui, vous avez plus que doublé le volume d'enseignants, pas d'enseignants malheureusement, on travaille à un moyen quasiment constant, mais vous avez plus que doublé le volume d'étudiants. Donc, évidemment, c'est une contrainte avec laquelle, dans un petit établissement, nous n'avons pas à composer. Sciences Po Ex, c'est 1700 étudiants en tout. Donc, une promotion de première année, c'est 180, 190 étudiants, tout au plus. Et c'est vrai que ça rend probablement les choses un peu plus faciles. Mais ce sur quoi je voudrais insister, et c'est à mon sens la principale différence, c'est que Sciences Po Ex, comme tous les autres IEP, c'est un établissement pluridisciplinaire. Donc le droit est une discipline parmi d'autres. C'est une discipline importante, mais c'est une discipline qui se confronte, qui s'articule à d'autres disciplines. Et j'ai coutume de rappeler à mes collègues, car chacun voudrait tirer la couverture à lui. Les sociologues voudraient que Sciences Po Ex soit une faculté de sociologie, les juristes une faculté de droit, les historiens une faculté. Nous ne serons jamais une faculté de droit, une faculté d'histoire. En revanche, nous devons mettre nos étudiants, et peut-être suis-je en train d'anticiper sur la suite de nos échanges, nous devons permettre à nos étudiants de capter l'essence de chacune de ces disciplines, c'est-à-dire en comprendre les principes de fonctionnement interne. Et ça, c'est un pari qu'il est parfois difficile de relever. Merci messieurs pour ces premières réponses. Je permets une remarque qui peut-être sur des points sur lesquels nous aurons sans doute l'occasion de revenir. Mais au-delà de ce contexte, de ces considérations de volume d'étudiants et de flux, comme vous l'avez dit, n'y a-t-il pas également sans doute une différence majeure concernant les étudiants eux-mêmes? Je n'entends pas concernant leur niveau nécessairement, même si c'est souvent l'intuition première qu'on pourrait avoir, c'est pas à ça que je voudrais faire référence, mais justement un étudiant lorsqu'il est à Sciences Po, il a sans doute des attentes différentes vis-à-vis de l'enseignement du droit, comparées à celles d'un étudiant en droit. N'y a-t-il pas là aussi finalement une différence dans la réception des méthodes et des enseignements, ce qui permet sans doute de faire de poser une autre question finalement. Y a-t-il une finalité de l'enseignement du droit, une finalité qui serait différente à Sciences Po et dans une faculté de droit? Est-ce qu'on cherche à former directement des professionnels? Est-ce que finalement l'enjeu est plus de fournir un ensemble non pas de connaissances, mais plus de compétences, de savoir-vivre, de savoir-être? En tout cas, finalement, n'y a-t-il pas aussi une différence au regard de la différence des étudiants concernés? Bon, alors, votre accroche me donne l'occasion de tordre le cou une bonne fois pour toutes à une espèce de marronnier sur le niveau des étudiants qui baisserait. Je n'en sais fichement rien, personnellement. Est-ce que nos étudiants sont moins bons aujourd'hui qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans? Je dirais les choses autrement. Je ne suis pas démagogue, les gens qui me connaissent ça. Les étudiants aujourd'hui n'ont pas toutes les compétences que nous pouvions avoir nous-mêmes, notamment à l'écrit, peut-être aussi à l'oral, mais ils ont d'autres compétences. Voilà. Ils ont d'autres compétences, ils ont d'autres habiletés, ils ont une forme d'agilité aussi que nous n'avions peut-être pas. Bon, donc je pense que ça, c'est un débat qui doit être clos. Après, nos étudiants ne sont pas recrutés de la même manière. Nous passons tous par Parcoursup, mais c'est le seul point commun. L'université recrute des étudiants qui parviennent à satisfaire un certain nombre de conditions. Via Parcoursup, nous avons un concours de recrutement. Donc laissons de côté cette question. Alors, les finalités sont-elles les mêmes? Les attentes, d'abord, sont-elles les mêmes? Parce que dans votre question, c'était d'abord ça. Est-ce que les étudiants attendent la même chose? Oui et non. Oui, ils attendent d'être rassurés. Notre point commun, et qui me paraît être un marqueur générationnel, c'est que nous avons affaire à des étudiants qui n'ont pas confiance en eux, qui ont peur de tout, et qui ont constamment besoin d'être rassurés. Voilà.
Est-ce qu'on va avoir l'outillage intellectuel qui nous permettra d'entrer sur le marché du travail? Et je crois que ça, c'est une préoccupation que nous partageons. Après, nos étudiants se dirigent eux-mêmes vers des carrières qui peuvent être très, très diverses, mais il me semble, en tout cas c'est comme ça que je le conçois, que notre responsabilité, c'est de leur donner des outils intellectuels qui leur permettent non pas de vivre dans l'illusion d'une spécialisation qui est fantastique. Moi, je ne crois pas du tout à l'enseignement hyper spécialisé, du moins en première, deuxième, troisième année, mais qui leur donne des instruments leur permettant de construire un raisonnement, de le déployer, de l'articuler, de le restituer à l'oral ou à l'écrit. Donc ça, je crois que c'est une préoccupation partagée. Après, évidemment que nous ne formons pas des étudiants qui se destinent nécessairement au même métier ou aux mêmes professions. Il y a des points de contact. Il y a un certain nombre d'étudiants qui font faculté de droit et ou Sciences Po, puisqu'il y a aussi des étudiants qui font des doubles cursus. Sciences Po, la faculté a ouvert elle-même une licence de sciences politiques. Donc voilà, nous sommes vraiment dans un souci de convergence. Donc il y a des points de contact, il y a certains de nos étudiants qui deviendront avocats, magistrats administratifs, magistrats judiciaires, et puis il y a parmi nos étudiants des étudiants qui font tout autre chose, et pour qui le droit ne sera pas un enseignement anecdotique, mais un enseignement parmi d'autres. Je pense que ce soir on va être souvent d'accord avec Rostan, je m'en réjouis. Mais pour rejoindre, d'abord, je vais vraiment insister sur ça. On entend ce discours, les étudiants sont moins bons qu'avant. Moi je rejoins tout à fait, ils ont d'autres compétences. Est-ce qu'elles sont mieux, moins bonnes que celles que nous avions? Je ne suis pas capable de le juger. Je le vois, enfin, je prends un exemple sur la culture. Alors oui, peut-être qu'ils connaissent moins le théâtre classique du XVIIIe siècle, mais ils connaissent les mangas. Moi, je ne connais rien, parce que c'est mieux de connaître le théâtre classique du XVIIIe siècle que les mangas. Bon, le professeur de Norio n'est pas là, mais on peut donc te poser la question sans apporter de réponse. Quoi qu'il en soit, je crois qu'il y a ici aussi une différence que Rostan a rappelé. Nous, on a un objet, c'est multidisciplinaire, mais on l'assume, alors c'est faculté de droit et de sciences politiques. Au sein du droit, il y a plusieurs disciplines. Je remercie de faire la promotion de la licence droit et sciences politiques que nous ouvrons à Marseille, parce qu'on sent aussi, nous étions présents sur les salons Rostan et moi, le salon d'étudiants il y a 2 semaines, qu'il y a une vraie attente. Voilà, on sent que ces disciplines plaisent. Donc on est ravis de pouvoir diversifier notre offre, mais je crois quand même que nos étudiants, conscients de ce caractère plus unique, de l'unicité en tout cas de la formation qui est proposée à la faculté, ont des perspectives de carrière plus homogènes, ce qui déjà peut-être correspond à la diversité des étudiants que nous accueillons. Homogène et même un peu stéréotypé. Je le dis souvent, si je fais un sondage en première année, je crois qu'avec 3 professions, j'ai à peu près les 3/4 des étudiants aujourd'hui veulent être avocats, mais avocats pénalistes, pour tel notre ministre, juge des enfants, s'il y en a encore ici, sans doute des fonctions de magistrat, la charge que ça représente, pas le métier lui-même, je le précise tout de suite, et puis criminologue, qui n'est pas un métier, désolé, même si j'ai discuté, j'ai dirigé pendant longtemps l'Institut de sciences pénales et de criminologie, je peux vous le dire. Quoi qu'il en soit, c'est bien plus tard qu'ils découvrent la diversité des métiers du droit, mais il n'en demeure pas moins qu'ils ont quand même le goût pour le droit, certains un peu par hasard, mais, et très vite ils ont des idées plus précises sur leur projet professionnel, et c'est toute une question qui est souvent posée, elle est posée à votre question, est-ce qu'il faut former des techniciens du droit, est-ce qu'il faut former plutôt des esprits? Moi je refuse de poser les deux. D'abord parce que nous ne sommes pas une école professionnelle. C'est-à-dire que, pour ce qui est dans les 2 professions que j'évoquais, nous devons préparer nos étudiants à intégrer une école professionnelle, que ce soit l'école des avocats, que ce soit l'école nationale de la magistrature, que ce soit l'Institut de formation des notaires, etc. etc. Et donc, notre principale préoccupation, c'est de bien former nos étudiants pour qu'ils puissent accéder et réussir au sein de ces écoles. Ce qui nous oblige à respecter d'une certaine façon, donc là on revient sur la question de la technique du droit, à respecter d'une certaine façon les attendus pour intégrer ces écoles. Et c'est là où nos points de convergence sont aussi des points de divergence, c'est que quand on prend par exemple le concours d'entrée à l'École nationale de magistrature, il y a effectivement un plus grand essaimage d'épreuves,
le poids de ce qu'on appelle l'épreuve de culture générale, qui n'est pas une épreuve de culture générale, mais ce qui explique la réussite des étudiants de Sciences Po, n'a pas de complexe à le dire, et à l'inverse, peut-être que sur des professions plus spécifiques du droit de l'immobilier, on a des débouchés, je tourne vers les spécialistes au premier rang, avec des licences professionnelles en droit de l'immobilier, des débouchés à plus court terme qui sont aussi recherchés par nos étudiants. Donc nous, on essaye d'osciller avec cette diversité, celles et ceux qui veulent avoir peut-être dès le bac plus 3 l'accès à des concours, à des professions, ou ceux qui souhaitent plus tard. Donc on essaye de ne jamais dissocier les deux, parce qu'on pense que un futur magistrat ou un futur professionnel de l'immobilier doit avant tout être capable de raisonner, de comprendre comment la règle qu'il devra appliquer demain s'insère dans un environnement plus large, le faire avec raison, mais au sens plus humain que technique cette fois. Il n'en demeure pas moins que si on doit demain se poser la question de qu'est-ce qui est utile pour nos étudiants aussi dans le cadre de leur débouché, si on prend l'exemple d'avocat que j'ai évoqué tout à l'heure, qui pour l'instant encore un monopole des facultés de droit, si ce n'est les écoles de droit, mais il faut maîtriser le droit des obligations, il faut maîtriser le droit commercial, le droit social, quelle que soit la spécialité choisie, des épreuves de procédure, bref. On a aussi cet impératif, on ne peut pas simplement dire aux étudiants venez ici développer votre culture personnelle, votre goût pour la curiosité, parce qu'ils attendent aussi ça de nous, c'est, tu le disais très bien, une véritable angoisse. Moi je suis assez inquiet, surpris, ou en tout cas ça me préoccupe de voir des étudiants qui sont, tu évoquais Parcoursup, aujourd'hui stressés par l'entrée à la faculté ou dans d'autres formations, et qui demain à peine se poseront déjà la question du bon master, puis de l'examen, puis de leur contrat. Donc ils sont très inquiets. Je crois que c'est une façon de leur rassurer, de leur expliquer que nous les armons, notamment pour réussir cela, pas seulement, ça c'est important, mais notamment. Ajouter un point qui va dans le sens de ce qu'indiquait Jean-Baptiste à l'instant. On ne peut pas faire l'économie de solides compétences disciplinaires. L'idée que l'on pourrait papillonner tout au long de sa formation en touchant à tout, pour cultiver justement chez nos étudiantes et nos étudiants ce goût d'ouverture, n'est pas un projet crédible. Il faut donc constamment trouver des points d'équilibre. Points d'équilibre entre les formations longues et les formations courtes. Alors, formation courte, on est moins concerné à Sciences Po, mais effectivement, il ne faut pas réprimer l'idée que nous ne devrions jamais tenir compte des attentes du marché. Nos étudiants, voilà. Enfin, notre travail, c'est aussi de faire en sorte qu'ils en trouvent un. Donc, voilà, trouver un équilibre entre ceux qui auront besoin d'aller très loin et ceux qui peuvent être opérationnels rapidement. Et puis, ne pas les tromper sur notre niveau d'exigence. Et ça, c'est, je pense, une préoccupation partagée. Quand on va dans une faculté de droit ou qu'on va dans un IEP, il y a un moment de vérité. C'est celui où on est capable de rendre compte des compétences disciplinaires qu'on a pu acquérir au fil de son cursus. Parce que c'est le juge de paix. Un jeune homme ou une jeune femme qui aurait le concours de BNL, qui n'aurait fait qu'un IEP sans avoir aucun bagage sérieux sur le plan juridique, ça donne l'affaire de trop. Hein. Voilà, c'est tout. Donc, c'est pour ça d'ailleurs que sur ces sujets-là, on a notre master partagé carrière publique et on crée un creuset où on arrive à hybrider les compétences et faire en sorte que les jeunes gens qui passeront ces concours-là aient un bagage qui leur permette de le faire sérieusement. Je crains que cette modération soit très difficile pour vous ce soir. Non, mais discrètement, il renseigne parfaitement, il évoque un certain partagement, j'espère qu'il y en aura d'autres, je le dis comme ça publiquement. Et puis surtout, il faut ajouter à cela que par rapport à l'inquiétude de nos étudiants, et on le voit, fleurissent des instituts privés, des écoles privées de droit, des instituts supérieurs du droit, oui, qui commencent à s'y mettre et qui utilisent l'inquiétude des étudiants face aux discours alarmistes sur la sélection à l'université, au fait qu'on broierait les étudiants dans les amphithéâtres, pour proposer des formations, je le dis aussi publiquement, de bien moindre qualité, à des prix beaucoup plus élevés.
Moi, je suis toujours un peu surpris parce que sur leur publicité, c'est indiqué que ici, c'est pas l'université, parce qu'ici c'est concret, nous, au contraire, on est déconnecté, on ne sait pas ce que c'est que la vraie vie, c'est assez discutable tout de même. Et puis par ailleurs, pour expliquer la qualité des formations, ils se revendiquent d'un certain nombre de diplômes qu'ils ont eu chez nous. C'est quand même une forme de paradoxe, c'est assez intéressant, parce qu'ils auront tous des masters, des LU, de ceci, de cela. Bon. Mais voilà, et on voit aujourd'hui les effets pervers de ça, des étudiants qui reviennent ensuite chez nous, c'est une discussion qu'on a à la conférence des moyens, qu'est-ce qu'on fait de ces étudiants qui sont allés faire des bachelors dans des instituts, des masters, et qui pensaient parfois que ça leur permettait d'accéder à la profession, sauf que ces diplômes qui ne sont pas reconnus par l'État, qui ne permettent pas, parce que c'est menteur, d'accéder à la magistrature, donc des débouchés que l'indique magistrature, mais aujourd'hui encore, et heureusement, ça n'est pas possible. Et donc, on se pose la question, c'est-à-dire s'il faut que ce soit la double peine pour eux, ou est-ce qu'on les accueille et on légitime du coup l'existence de l'institut. C'est loin d'être simple comme réponse. Mais quoi qu'il en soit, le développement de ces formations privées, la libéralisation de l'enseignement supérieur doit aussi nous conduire à nous préoccuper de notre place sur le marché. C'est sans cynisme, je le dis. C'est-à-dire que si on reste perpus de certitude, sans attendre, sans écouter en tout cas les attentes que peuvent avoir des étudiants qui veulent avoir des formations courtes, qui peuvent aussi avoir pour certains cette ouverture, en tout cas la diversité que peuvent avoir les étudiants dans leurs projets professionnels et dans leurs préoccupations parfois immédiates, doivent être entendus, sinon d'autres le feront à notre place et ils se feront bien moins bien que ce qu'on nous le fait. Merci messieurs. Beaucoup d'éléments ont été abordés très justement. Je pense qu'on aura l'occasion d'en revenir, puisque finalement vos interventions posent nécessairement la question du contenu et de la construction des offres de formation. Mais je pense quand même, finalement, au vu du titre de la conférence, on pourrait y revenir après avoir abordé un peu souvent ce qui est l'éléphant dans la pièce en matière d'obsolescence éventuellement des méthodes d'enseignement, qui serait la question finalement du cours magistral, puisque j'imagine que tout le monde y a pensé un peu, tous les étudiants qui y sont passés, ça semble à la fois intuitivement obsolète, en même temps indépassable. Il y a toujours cette sorte de problématique du cours magistral. Certains sont passionnants, d'autres le sont moins. Est-ce que c'est le problème du cours? Est-ce que c'est le problème de l'enseignant? Est-ce que c'est le contenu de la matière? Voilà, je ne poserai pas la question, mais question qui se pose également avec les chargés de télé, évidemment, de la même manière. Mais finalement, voilà, quels sont vos regards sur le cours magistral? Vous évoquiez la question des volumes. Et il est vrai, à première vue, là je parle en tant que chargé de TD n'ayant pas connu l'enseignement dans des grands amphithéâtres, mais ne peut-on pas tout de même faire un enseignement qui se rapprocherait entre un petit effectif et un plus grand amphithéâtre? Parce que véritablement, cette différence de volume entraîne nécessairement une impossibilité de faire la même chose, d'inverser la perspective, c'est-à-dire certes faire peut-être un cours en amphithéâtre, mais un cours moins magistral, soit par la préparation d'exercices préalables, soit... En tout cas, voilà, finalement, de vos expériences respectives, comment peut-on éventuellement envisager un autre cours magistral ou cours en amphithéâtre? Alors c'est une question qui est très pertinente parce que je crois que nous sommes beaucoup à l'être posée à l'issue de la période dite du Covid, du confinement, où cet enseignement en amphi a disparu au profit d'un enseignement visuel. Je rappelle quand même que les confinements pour les étudiants pour ce l'enseignement, ça a duré près d'une année, parce que c'est février 2021, date à laquelle on a commencé à reprendre dans des conditions extrêmement complexes, un jour par semaine, pas tous les jours, etc. Le retour de l'amphithéâtre avant une nouvelle en plus contrainte. Quoi qu'il en soit, parce qu'on s'est dit, est-ce que finalement il y a besoin d'être dans des grands amphis, est-ce que les vidéos c'est pas extraordinaire? Déjà, premièrement, ce que l'on a constaté sur ce format-là, c'est que la transmission supposait une présence physique. Et on a tous mesuré, je crois, mes collègues, c'est-à-dire que les évaluations à l'issue de ces cours en visio ont été, je ne vais pas dire catastrophiques devant beaucoup d'étudiants, mais en tout cas, peut-être pas au niveau de ce qu'on a pu connaître et ce que l'on connaît de nouveau désormais lorsqu'on est en présentiel. Je crois que c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est-à-dire que finalement, il y a d'autres spécialistes que moi de neurosciences, de ce type de questions, mais il y a sans doute une attention plus importante lorsque son interlocuteur est présent dans la même pièce ou lorsqu'il est derrière un écran, a fortiori lorsqu'on est face à des classements. Quoi qu'il en soit, moi je me suis posé cette question et je pense qu'on est d'autres sont la sont posées, puisque cette modalité avait plein d'avantages qui est celle de l'interactivité. Vous pouvez, via l'espace de discussion Zoom, poser un certain nombre de questions. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire aujourd'hui, je vais le faire aussi en amphi après tout. Là, poids de l'amphi,
Dès qu'on est retourné en amphithéâtre, plus personne ne posait de questions. Alors je dis, bon, c'est pas très grave, je vais peut-être pas lever la main et poser des questions. Et donc je vais m'ouvrir Zoom et je vais ouvrir des forums, des chats, tout ce qui est possible, imaginable, plus de questions. C'est-à-dire qu'il n'avait même pas besoin de prendre la parole, mais simplement de poser la question qu'il posait avant-hier dans ce petit espace. Et moi j'en avais beaucoup et c'était très bien. Plus d'autres questions. Alors c'est peut-être une question d'habitude, une question de culture. Moi j'interviens en troisième année, alors il faut peut-être le développer tout de suite et pas simplement avoir déjà habitué nos étudiants à une forme de passivité dans les amphis de la première année. Moi je me réjouis parce que je mesure cette année, j'ai des questions en amphithéâtre, donc c'est possible. Mais ça quand même, ça pose la question, deux questions sont posées, enfin on a une trappe, ils ont été gentils avec nous pour poser des questions, de à quoi ça sert, et qui est préalable à la question de comment on le fait. Je crois en effet que s'il y a quelque chose qui est obsolète, c'est une méthode d'enseignement qui consisterait à ce que l'on a vécu, à lire un cours en le dictant. Je crois que plus personne ne le fait. Vous ne voyez pas l'amour, mon collègue d'amis, mais qui n'est pas enseignant ici. Peut-être dans d'autres établissements, certains le font. Julien, même s'il est. Voilà. Parce que ça revient à la question, c'est pas l'enseignement au magistrat qui est obsolète, certains enseignants le sont peut-être, mais je laisse à chacun de choisir des noms. Quoi qu'il en soit, voilà, je crois qu'aujourd'hui c'est largement dépassé, mais c'est très difficile de le dépasser avec les étudiants. Je parle ici d'une expérience personnelle, je ne vais pas être comment ça, mais moi je mets mon cours intégralement en ligne. Enfin, c'est une sorte de petit memento, je suis d'accord, on pourrait le retrouver gratuitement via l'UNJF ou acheter un petit memento. Enfin, moi j'ai mes petites paroles, donc je les fais moi-même et je discute de certains thèmes avec eux, parfois un peu tout seul. Et c'est difficile puisque nous, notre plateforme d'enseignement en ligne, c'est l'œil de Moscou. On sait qui a consulté, combien de temps, à quelle heure et combien de fois. Et alors, il ne faut pas regarder ça, hein, c'est très douloureux pour son ego. La première fois, quand on dit ça, les étudiants disent ah, c'est formidable, enfin un prof qui vous fait travailler. Ils sont 500 à avoir ouvert l'introduction. Et puis dès la 4e semaine, ils sont plus que 40 à avoir ouvert le cours avant de venir. Donc, bon. Voilà, donc c'est pas très grave parce que par des rappels et par la motivation, on peut essayer de tenir, mais c'est moins l'enseignant qui est attaché à ce format du cours magistral que l'étudiant parce qu'il y est habitué, parce que c'est rassurant, on est comme ça derrière l'ordinateur, on prend des notes en dicte, que de devoir, alors peut-être pour les enseignants de droit, enfin les étudiants en droit, que de devoir participer, réfléchir, prendre la parole, interpeller l'enseignant, on sort de sa zone de confort quand on le fait quand on est étudiant. D'un point de vue un peu personnel et presque anecdotique, je me suis fait la même remarque au moment du confinement. Je faisais cours, non pas en amphi, mais devant un écran, et j'ai rarement eu le sentiment d'avoir un cours aussi interactif. Et je pense que ça tient au fait que l'écran conduit à fragmenter en quelque sorte les relations que l'on a avec ses étudiants. Et que chaque étudiant a pu avoir le sentiment d'être dans un colloque singulier avec son enseignant. On avait la liste des étudiants et on pouvait poser une question à monsieur un tel, mademoiselle un tel. Bon. Et ça crée effectivement une relation d'un type un peu particulier. Ensuite, tu l'as dit, le mot transmission. En transmission, il y a un récepteur, il y a un transmetteur. Et une partie des transmetteurs est nulle. Il faut le dire, il y a des collègues qui sont absolument nuls. Enfin, nuls, je m'entends, je ne porte aucun jugement sur la qualité de leurs travaux académiques, mais ils sont incapables de communiquer. Le temps passant, ça devient parfois irréversible comme processus de corruption et de dégradation des tissus. Donc voilà, c'est un fait, il faut en tenir compte, mais c'était déjà vrai. Moi j'étais étudiant en 83-84 en première année, j'ai le souvenir d'un ou deux enseignants qui étaient désastreux pour la raison que je viens d'indiquer. Donc voilà, il faut prendre acte de cette réalité. Alors après, est-ce qu'on peut dépasser l'enseignement, enfin si on a quelques talents, est-ce qu'on peut dépasser le caractère très vertical, très magistral de l'enseignement en amphithéâtre? Le veut-on? Bon. Je crois que beaucoup de nos collègues, et moi le premier, nous interrogeons pour nous dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire autrement, etc. En donnant, effectivement, en créant des plateformes pédagogiques. Sciences Po, on a vu qui fonctionnent plutôt pas mal, en donnant des lectures.
des étudiants ne lisent pas. Ils ne lisent pas. Donc là aussi, il y a une vague escroquerie intellectuelle, l'enseignement socratique qui voudrait qu'on se transforme en capitaine ou capitaine, Robin Williams, le cercle des poètes disparus, tout d'un coup on arriverait à établir une relation de complicité avec ses étudiantes et ses étudiants. Mais non, ça ne fonctionne, la plupart du temps, ça ne fonctionne pas. Parce qu'il y a trop d'étudiants. Et puis parce qu'il y a une donnée sur laquelle on reviendra peut-être un peu après, c'est le temps. C'est-à-dire que nos étudiants n'ont plus le temps. Nous appartenons, pour les plus anciens d'entre nous, à une génération où nous avions des cours non pas semestriels, mais annuels. Le cours des obligations en deuxième année, c'était un cours sur l'année. Le cours de droit constitutionnel, c'était un cours sur l'année. Les cours d'histoire des institutions, ce n'étaient pas des cours semestriels, c'était des cours annuels. On avait le temps de s'approprier une discipline. On avait le temps de comprendre la logique du professeur. Aujourd'hui, c'est fini. On est sur des séquences de 5 semaines, dans des semestres. Donc évidemment, attendre de nos étudiants dans une temporalité aussi contrainte, qu'ils lisent, qu'ils nous interpellent, qu'ils réfléchissent, qu'ils interrogent les bases du droit des obligations, du droit constitutionnel ou du droit international public, mais c'est tout simplement inconcevable pour eux. Et là, je crois qu'on est confronté. Alors après, il y a aussi le nombre. C'est vrai que etc. On fait autrement que ce que l'on fait à Aix. Et moi, je vois au Collège d'Europe de Bruges, j'ai des petits effectifs, c'est plus facile. Mais quand même, dans la moyenne de notre métier, c'est vrai qu'on a du mal à dépasser un système qui ne convient à personne, mais qui arrange tout le monde. Voilà. Au fond, c'est ça. Ça ne convient à personne, les étudiants se barbent, et d'ailleurs, ils ne prennent pas de notes, ils font tout autre chose. Je ne sais pas si tu as eu la curiosité de te promener, enfin, ils ne nous écoutent pas. Dans l'amphithéâtre, il y en a 2 ou 3 qui prennent des notes, qui les partagent à la fin du cours, mais eux font tout autre chose. J'allais dire, ils vont sur Facebook, ça existe plus, ça fait de darons, comme c'était les enfants. Mais ils font tout autre chose. Et là, moi je serais d'ailleurs partisan que les étudiants ne puissent plus prendre les notes sur leur thèse. Parce que je crois que ça dégrade complètement le processus d'apprentissage et d'acquisition et d'audition. C'était le quart d'heure un peu réel, excusez-moi. Rassurez-vous, personnellement, je pourrais peut-être faire plus réel que vous, étant donné que je prenais mon cours à la main avec un stylo plume, et que je... Le plume, c'est ça, quasiment. Et en TD, je n'hésitais pas souvent à demander à mes étudiants de fermer les ordinateurs, parce que effectivement, cette logique de pilote automatique crée une distance qui est assez incroyable quand on cherche à faire passer des idées parfois un peu complexes. Il y a une question de nuance qui ne passe plus derrière le média. Réagir sur ça, je partage le sentiment. D'abord, c'est je crois que c'est démontré que l'acquisition des connaissances en tapant sur l'ordinateur, en prenant le cours à la main est très différente et c'est l'un des avantages de l'écriture manuscrite. Moi, je rappelle souvent aux étudiants que leurs épreuves étant encore manuscrites, il serait bon qu'ils continuent à maîtriser la graphie. On les voit souvent au bout d'une épreuve d'1 heure, 10 minutes plus tard, percus de crampes, grimaçant, douleur, avant-bras. Alors que nous, c'était pas l'antéchrist, c'était déjà le 21e siècle, on était capable d'écrire 16 pages en 1 heure. Pas l'exemple parce que c'était habituel pour nous. Maintenant, les copies d'épreuves de 3 heures dépassent à peine la copie double, c'est vraiment juste parce qu'ils n'ont plus l'habitude d'écrire. Mais il y a une forme de contradiction qui n'est pas simple à résoudre, parce que si on veut rendre l'enseignement plus dynamique, aujourd'hui on sait que ce sont les plateformes, moi je mets en lien des décisions de justice, des articles, que l'on va projeter, qu'on leur demande de lire, on leur dit de réagir, tenez ouvrez l'article 77-2 du Code de procédure pénale, ce qui suppose d'avoir son ordinateur, qu'il faudrait par ailleurs fermer pour pouvoir... C'est loin d'être simple. Il y a des injonctions contradictoires permanentes. Ouais. Je vais un peu sortir de la fin, une petite digression, mais qui, je crois, la nature de vos échanges l'impose, sur le temps, qui est vraiment sur lequel il faudrait revenir. Monsieur Bollien réforme, en tout
cas de la maquette d'enseignement, qui prenait en compte justement cet aspect-là. Mais n'est-ce pas finalement le cœur du problème, en quelque sorte, pour les étudiants? Là, je me replace, non pas dans la casquette d'enseignant-chercheur, mais la casquette d'étudiant. Effectivement, l'enjeu, c'est pas d'apprendre le cours, mais de comprendre le cours pour l'examen. Parce qu'on a le temps de ne rien faire d'autre, surtout lorsque un étudiant motivé qui souhaite faire des DU supplémentaires, et il y a une injonction là aussi à multiplier le nombre de diplômes dans une visée professionnalisante souvent. Effectivement, on a plus le temps de lire d'autres choses. Et est-ce que c'est une considération qui est suffisamment prise en compte? Je sais qu'il y a d'autres considérations administratives, logistiques, mais est-ce que finalement le nerf de la guerre, le cœur du problème n'est-il pas là? Je veux bien dire un mot, parce que je pense qu'on est là dans des situations qui sont clairement différentes. Et il n'y a aucun jugement de valeur dans ce que je veux dire. Sauf qu'on est objectivement dans des conditions d'exercice différentes, c'est que le fonctionnement d'une très grande université, de près de 80 000 étudiants, n'a rien à voir avec le fonctionnement d'un petit établissement de moins de 2 000 étudiants. Et que lorsque l'on veut, par exemple, alléger le volume horaire de nos étudiants, il est beaucoup plus facile de le faire dans un petit établissement où les chaînes de décision sont courtes. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'instance devant lesquelles il faut faire valider évidemment ces propositions, mais ça peut être réglé en 2 ou 3 mois. Et on peut à un moment donné dire, ben voilà, nos étudiants ne doivent pas avoir en première ou en deuxième année plus de 20 ou 22 heures de cours par semaine. Dans une structure plus lourde, parce que les instances sont plus distantes, parce qu'elles sont elles-mêmes plus lourdes. Alors, je parlais de la monodisciplinarité de la faculté de droit et du fait qu'à Sciences Po, le droit n'était qu'une discipline parmi d'autres, mais la faculté de droit est d'une certaine façon dans une situation un peu comparable, puisqu'elle est dans une université qui est elle-même pluridisciplinaire, avec des cultures qui sont souvent très différentes les unes des autres. Donc voilà, moi en tout cas, je peux vous dire qu'à Sciences Po, nous avons pris conscience du fait que nos étudiants avaient trop d'heures de cours dans la semaine. Et qu'il fallait absolument leur libérer du temps, à la fois pour qu'ils puissent travailler leurs cours, et puis pour qu'ils puissent faire autre chose, et notamment se dédier à ce qui est perçu comme quelque chose d'essentiel, la vie associative. Voilà. Une vie associative qu'on essaye d'orienter quand même vers une forme d'engagement. Mais il faut alléger, de mon point de vue, la semaine horaire de nos étudiants. Ça n'est qu'une partie du problème, mais c'est une partie non négligeable de ce problème. Je peux essayer de vous dire comment on essaye de le faire, mais merci pour ça de souligner les contraintes qui pèsent sur nous. Je me tourne vers Alexandre, puisque en tant que responsable grand Manitou de la licence sur Aix, c'est un bien adapté. C'est dans le utilisateur c'est cette contrainte parce qu'on a une date qui est autour du 14 juillet, qui est la deadline de laquelle on ne peut pas aller, puisqu'il faut transmettre ces notes pour que les étudiants soient diplômés. Et puis à partir de là, on remonte. Puisqu'il faut que le jury ait délibéré avant cette date, qu'il ait donc les notes, il faut avoir laissé un temps suffisant aux enseignants pour corriger. Et là, ça fait cette contrainte, parce que s'il s'agissait de corriger d'un copie, on peut leur dire vous avez une petite semaine. Quand il s'agit d'en corriger 700, il faut leur laisser quand même plus de temps, même si on regrette de ne pas pouvoir en laisser plus. Et puis là, on n'en est qu'à la session de rattrapage. Il faut donc tout remonter ainsi, puis on se retrouve à avoir fait, lorsque j'ai pris les fonctions, la pré-rentrée le 31 août. Ce qui psychologiquement est impossible. Donc j'ai toujours essayé on a échangé ça, donc on repasse, c'est absolument délirant, à 12 semaines d'enseignement, nous sommes à 10 aujourd'hui. Donc ce qui mécaniquement allège la semaine de l'étudiant. Un cours de 30 heures sur des semaines, c'est 3 heures par semaine, c'est devenu donc un cours de 2h30. Donc rien qu'en faisant cela, on gagnait presque une demi-journée. Et puis c'était pas simple avec les collègues, mais je pense que ça s'est quand même plutôt bien passé. On a supprimé un cours par semestre. En fusionnant des cours, en faisant remonter certains cours en master, en les déplaçant, en décalant, enfin, voilà. Alors, il a fallu trouver lesquels, il faut que tout le monde trouve l'idée bonne, donc c'est pas son cours, je pense que je très clairement. Et ce qui va nous permettre de faire gagner aux étudiants et aux enseignants aussi, parce que c'est nous, plus d'une demi-journée par semaine. La vraie question, c'est que vont en faire les étudiants concrètement. Alors nous, peut-être pour rejoindre ce que tu disais, après c'est
on propose, avec tout un cher collègue, merci d'avoir noté, la grande question de savoir est-ce que c'est un parcours, un portefeuille, c'est un portefeuille d'activités culturelles et étudiantes. Et on va demander aux étudiants chaque semestre de lire, de participer à la vie associative, d'assister à une audience, en tout cas de rendre compte de leur vie étudiante. On le fait avec enthousiasme, c'est plutôt ce qui me caractérise, une sorte de déni optimiste, en se disant qu'ils vont s'en saisir. Peut-être certains profiteront de ce temps pour faire peut-être autre chose, je ne sais pas si c'est bien ou moins bien. Mais c'est une vraie difficulté qu'on a. On commence à la mesurer parce que ça y est, on a voté, c'est passé, et là désormais les services s'arrachent les cheveux, pour dire les choses très clairement, pour faire rentrer tout ça dans le calendrier. Moi j'en dis si, il faut que ça rentre. Et on voit la vraie difficulté avec les arbitrages. Est-ce qu'on va mutualiser, tirer au sort des épreuves pour réduire le temps d'évaluation, c'est un peu sur la suite. Est-ce qu'on va réduire le temps de correction, mais on sait que c'est déjà plus possible, ce qui veut dire faire des épreuves avec correction automatisée dans du QCM. Donc, les leviers dont on dispose, nous, effectivement, au sein de l'université, sont peu nombreux. On va trouver, hein, mais ça ne sera certainement pas une solution parfaite. On pourrait laisser du temps aux étudiants, leur permettre de réviser correctement avec des épreuves qualitatives et les enseignants. Ensuite, voilà, ça n'est évidemment pas possible. Je saisis la balle au bon sur la question évidemment de l'évaluation qui là aussi fait l'objet toujours de grandes discussions et de grands débats, et qui est quand même l'une des fins de l'enseignement, pas des finalités, mais une fin concrète et quelque chose qui doit être, j'imagine, je pense, pensé, non pas indépendamment de l'enseignement, mais vraiment de manière totalement impliquée. Là aussi, souvent, les épreuves sont vues comme étant obsolètes, que plancher 3 heures sur un sujet sans aucun document, sans aucun accès numérique, ça ne ressemble pas à la vraie vie, ça ne ressemble pas à ce qu'on fera. Est-ce que finalement, ça ne présente pas tout de même des vertus, c'est-à-dire de voir ce que peut faire un étudiant seul, sans aucun... non pas de chercher à voir ce qu'il ferait dans la vraie vie, dans un cabinet d'avocat, dans une entreprise, mais de voir finalement ce qu'il est capable de faire à minima, tout seul. Ou est-ce que cette déconnexion entre l'exercice professionnel et l'épreuve doit nécessairement entraîner une refonte de ces exercices. La nature même des exercices, commentaires d'arrêt, commentaires de texte, dissertation, cas pratique, est-ce que on ne tourne pas un peu en rond? Est-ce que finalement penser à d'autres types d'exercices sur un plus long cours, des travaux en groupe, des devoirs raison, qui impliqueraient une plaidoirie, la préparation d'un rapport de recherche. Finalement, comment articuler ces différents exercices? Je pense déjà que ça nous permettra de démarrer la discussion sur l'évaluation. Alors moi, je pense qu'on devrait peut-être abandonner tous ces exercices et leur substituer la course de sac. Voilà. 50 mètres, le premier arrivé, rentrer en même. Non, personnellement, je crois que il y a un point sur lequel nous ne devons en aucun cas transiger, c'est notre niveau d'exigence, quel que soit le type d'exercice. Il y a des exercices que j'envisage avec plus ou moins d'enthousiasme. Les QCM et autres exercices automatisés sont souvent dictés par les contraintes liées au volume. C'est vrai que c'est un sujet que nous n'avons pas à traiter nous-mêmes puisqu'on a des volumes plus limités. Après, je pense qu'il faut trouver des types d'exercices qui sont adaptés au niveau d'études considérées. Par exemple, à Sciences Po, sur les 2 premières années, on va plutôt favoriser la dissertation. C'est un exercice peut-être désuet, mais qui a quelques vertus. Savoir écrire et être capable d'écrire correctement rendra service à celles et ceux qui sont concernés au premier chef et rendra service à leurs employeurs demain. Et puis, à mesure que l'on approche de la fin du cursus, à mesure que l'on se spécialise, que l'on songe à préparer des concours administratifs, ou que l'on songe à entamer une carrière plutôt dans le secteur privé, consultant, que sais-je encore, là, il faut des exercices qui sont adaptés. De synthèse, commentaires, travail de groupe. Effectivement, on va nous privilégier beaucoup la production de rapports rédigés en groupe et des rapports les plus proches possibles de ce que l'on imagine être les attentes du monde professionnel. Et puis après, il y a des innovations qui sont plus, pour utiliser un mot
très macronien, plus disruptives, ce qu'on appelle les serious games, enfin les simulations. On a construit avec la faculté de droit un serious game qui s'appelle Brussels World Simulation, qui pendant 2 mois amène 200 étudiants de la faculté, de Sciences Po et d'un certain nombre d'établissements français et étrangers à travailler dans des conditions réelles de préparation, de négociation d'un texte européen. Je constate, ça fait 6 ans que ça existe, ça donne lieu d'ailleurs à certification. Je constate que les étudiantes et les étudiants qui ont obtenu ce certificat, aujourd'hui en font un bon usage. C'est quelque chose qui est identifié comme étant une attestation de compétence. Donc il faut être capable de s'adapter, tout simplement. Il n'y a pas d'exercice obsolète, d'exercice désuet par nature. Une dernière précision, moi par exemple, je ne suis pas du tout hostile à ce que, quand on donne une dissertation, on autorise les étudiants à travailler à livre ouvert. On va solliciter chez eux d'autres réflexes qu'une simple restitution. Donc prenez un livre, un syllabus, une liste d'arrêts, ça vous aidera à répondre et on sera plus exigeant d'ailleurs dans la notation. Peut-être 3 points sur ce sujet. D'abord, après ma prise de fonction, je me suis posé la question de ce qu'en pensaient les étudiants. Donc on a fait un sondage auprès des étudiants, ils sont plus d'1 millier à avoir répondu, alors ça c'est 10% des effectifs de la faculté, mais c'est quand même significatif, 1 millier de réponses. Et on a été assez surpris, on a posé des questions, c'était aussi pour savoir comment est-ce qu'ils avaient traversé la période Covid, on sait que certains se sont sentis isolés, on était en difficulté, etc. Donc c'était un retour d'expérience à la suite de tout ça. Et on a posé des questions sur ce qu'ils avaient découvert, ça rejoint votre question tout à l'heure. Alors, est-ce que la visio semble adaptée pour l'amphithéâtre, pour le télé, ça nous rend modeste, pour l'amphithéâtre, on trouve que c'est très bien. Entre être au fond de l'amphiportaline ou derrière son ordi, il n'y a pas de différence. Et au contraire, j'ai trouvé que c'était tout à fait inadapté pour les travaux dirigés. Et donc, quand il a fallu ensuite se poser des questions, parfois, est-ce qu'on reconfine, qu'est-ce qu'on met en distanciel, on a toujours essayé de sauver les télés. Quoi qu'il en soit, sur les épreuves en elles-mêmes, on leur a demandé quelles étaient les épreuves qu'ils avaient peut-être découvertes, parce qu'on sait que dans cette période-là, compte tenu des contraintes, on a libéralisé d'une certaine façon l'usage du QCM, avec certains effets cliqués, ce qui est très difficile désormais de revenir. Et alors, c'était pas tout à fait la même réponse en licence et en master, mais les étudiants n'apprécient pas le QCM. D'une façon générale, alors c'est même d'autant plus intéressant que leur a demandé est-ce que vous avez apprécié. Donc la réponse était à 70% plutôt non. On leur a posé la question directement de savoir quel était selon eux l'exercice le plus adapté à l'évaluation des connaissances en droit. Et le QCM fait 10%. Et ce qui ressort à plus de la moitié, c'était évidemment le cas pratique et le commentaire d'arrêt. Donc les étudiants non seulement apprécient l'exercice, ils trouvent qu'il est adapté, ce qui est quand même plutôt un bon révélateur. Ensuite, le deuxième point, c'est qu'on a quand même cette exigence que j'évoquais tout à l'heure, c'est de préparer nos étudiants à l'accès à certaines professions, à certains concours. Et bon, je me réjouirais que pour rentrer à l'ENM, ce soit désormais la course en sac, ce qui me simplifierait un problème qui est celui de mon calendrier. Mais pour l'instant, c'est encore de la dissertation. Pour l'examen d'avocat, on a encore des cas pratiques, presque toutes les épreuves, la note de synthèse, etc. Donc, pour préparer efficacement les étudiants à réussir ces concours, ces examens qu'ils espèrent, il faut quand même bien les entraîner. Cela étant, on peut essayer d'aller un peu au-delà et distinguer selon les sites. Nous, c'est ce qu'on essaye de faire, alors modestement, et parfois avec des résultats contrastés. Moi, j'avais, j'expérimente ces choses, proposé comme enseignant Master 1 la dissertation en livre ouvert, catastrophe. Les étudiants, alors je dis, vous venez avec tout ce que vous voulez, votre livre de chevet, le cours, vous l'imprimez, le contrôle rien, ça peut être tout. Voilà. En fait, ils ont passé 1h30 le nez dans tous les livres, au moment de rédiger, ils étaient pris de panique, voilà. Donc c'est pas si simple, parce que l'exercice n'est pas toujours maîtrisé. C'est d'autant plus vrai ensuite quand moi j'autorise l'usage du code pour les épreuves pratiques dans ce qui me concerne, et on voit des étudiants qui ne l'ont pas utilisé tout au long du semestre et qui le découvrent, et pour eux, c'est loin d'être un avantage, mais plutôt un inconvénient. Là où on essaie de distinguer les cycles, c'est que cycle licence, on découvre des exercices qui sont pour beaucoup de nos étudiants vus comme étant ennuyeux. Alors, c'est bien les cas pratiques, c'est plus dur, parce que le commentaire d'arrêt, la solution est en arrêt, c'est quand même plus simple. Et ils se rendent compte plus tard, parce qu'ils sont quelquefois devenus
jeune avocat ou autre en disant ah ça y est, c'est la vraie vie, c'est fini, c'est des preuves inutiles. En réalité, c'est quand même assez utile de savoir lire une décision de justice et de la comprendre. Que l'analyse d'un dossier suppose d'abord de savoir le lire de façon synthétique et de résoudre un cas pratique, et puis parfois de le rédiger également de façon synthétique lorsqu'on fait des conclusions. Je parle du métier d'avocat parce que c'est celui qui est le plus associé aux professions du droit, mais de la même façon, il y a toutes les professions qui supposent quand même une profession du verbe, c'est-à-dire d'écrire, de lire et d'analyser, supposent quand même d'être ces exercices. Alors on essaie quand même de distinguer parce que moi, c'est pas tellement le type d'exercice, mais c'est la distinction entre les niveaux. Moi, j'avais quand même observé que nos travaux dirigés, donc les exercices qu'on propose à notion de master 1 en particulier, ressemblent pour beaucoup à ce que l'on propose en licence. Cas pratique en 4e année, c'est un cas pratique de L2, un peu plus long, un peu plus dur. Donc on a proposé de faire évoluer un petit peu cela avec des délais de 2 heures et donc des cas pratiques portant sur plusieurs matières. C'était vraiment tout le monde n'a pas souhaité aller dans cette voie, mais il y a plusieurs mentions de master où désormais les épreuves et les travaux dirigés porteront sur 2 matières. Je vais parler de la mention pénale qui est celle que je connais le mieux. On avait jusqu'à présent un TD de droit pénal spécial, un TD d'autre chose, et désormais ça sera droit pénal spécial et droit pénal des mineurs. Parfois l'un, parfois l'autre, parfois les deux. Parce que ça correspond peut-être un peu plus ensuite à ce qu'ils auront à analyser dans un cabinet d'avocat, en tant que magistrat, etc. Mais on sent qu'on va aussi ici avoir des réticences qui ne sont pas des réticences intellectuelles sur le fait de dire est-ce que c'est une bonne ou mauvaise idée, mais c'est de dire on a des mentions où on a des débouchés très différents, donc des matières très différentes qui ne vont pas toujours ensemble. Donc il aurait fallu, c'est impossible, mais presque modifier le master, choisir parmi eux ceux qui s'y prêtaient le plus. Voilà. Et ensuite, là où on voit souvent, et je m'en réjouis aussi, de vraies initiatives dans la transformation, c'est en Master 2, là, nos étudiants sont très friands de ces mises en situation, des faux procès. On a organisé dans le Master Sécurité Intérieure un faux conseil local de prévention de la délinquance et de la radicalisation, avec des acteurs de terrain qui jouaient leur rôle, et eux devaient être tantôt directeur de la police municipale ou autre chose. Ça fonctionne très bien, c'est très réussi. Mais à nouveau, on peut le faire parce qu'ils sont 20, 15 ou 25. Et en Master 1, on a certains masters encore à 300 étudiants. Ça rend la chose plus difficile. Merci. Ça me permet de revenir sur un point qui était dans la trame, mais que j'ai choisi, faute de temps, voyant le temps tourner, de ne pas en parler directement, mais on y revient quand même. C'est celui des travaux dirigés, finalement, puisque l'évaluation, telle qu'on l'a évoqué jusqu'à présent, on pensait plutôt à l'évaluation de fin de semestre, la période des examens, mais finalement la question d'évaluation pose aussi la question de l'organisation de cette période et la répartition entre contrôle continu, évaluation finale. Finalement, les travaux dirigés ne doivent-ils pas eux aussi être repensés de manière à être non seulement plus pratiques et éviter le côté redite du cours, constitution d'une fiche pour les étudiants en 1h30, et finalement aussi de laisser plus de place du contrôle continu, peut-être pour assurer une forme d'évaluation plus d'entraînement en tout cas, qui permettrait justement d'éviter l'écueil de je découvre le code pour la première fois en Master 1 lors de l'examen final. Finalement, quels sont vos regards là-dessus sur cette articulation en matière d'évaluation entre l'examen final, le contrôle continu, la place des TD, etc. Alors, c'est un sujet, et quand on y réfléchit, je parle pour les collègues présents, ça nous rend modeste. Le plus simple, c'est le cours magistral. Même si on veut le dynamiser un petit peu, se mettre debout avec un micro et interpeller les étudiants pour raconter, je rejoins un point que j'évoquais tout à l'heure, c'est la différence aussi avec ces instituts privés, etc. Parfois, nos recherches appliquées à nos enseignements, parce que la très grande plus-value, que ce soit Sciences Po Ex ou la faculté de droit, c'est que nous sommes enseignants-chercheurs. C'est assez simple, on prend peu de risques. Les étudiants soit font autre chose, soit voient vos paroles. Dans tous les cas, c'est un public assez docile. En revanche, répondre en direct à flux tendu à des étudiants qui présentent leur plan, à qui il faut expliquer les points positifs, négatifs, et ce, parfois toute une après-midi, c'est autrement plus difficile, plus fatigant. Moi, je me souviens, quand je faisais l'après-midi TD, j'étais banné. Plus personne, je pense, dit banné. Mais quoi qu'il en soit, ça conduit à le repenser. Et ce qui est assez étrange, c'est que les meilleurs enseignants, les titulaires de cours font plus simple, et on en voit
jeunes prometteurs et brillants devant nos étudiants pour leur faire cet exercice ô combien difficile. Ça, c'est une première observation. Ensuite, sur le TD lui-même, sur son format. Ça doit revenir, enfin, il ne faut pas le transformer, il faut en revenir à ce que c'est censé être, c'est-à-dire un travail dirigé, tout simplement. Et donc, je l'ai fait, hein, et moi ça me plaisait de faire des mini-cours à l'occasion du TD, de développer un peu un point, un enseignant d'un CM, et je crois que c'est une erreur que j'ai faite, hein, et que désormais c'est la méthode de la méthode, on fait quelque chose nous, qui peut-être est disruptif. Dans la procédure de formation, un TD en première année de méthodologie juridique, il ne sera plus associé à un cours, qui sera associé à 3 cours. D'introduction au droit, le droit civil, le droit constitutionnel, au premier semestre de L1. Donc l'ambition à la fin, c'est savoir lire un texte juridique en modeste sur la compétence acquise. Ce qui oblige d'une certaine façon à ne plus placer le TD dans un contexte disciplinaire. C'est compliqué de le déconnecter totalement parce que si on vient sur l'analyse de texte, c'est un texte de droit civil, de droit constitutionnel, etc. Mais l'idée n'est plus de faire un prolongement du cours, d'avoir des thèmes de séance qui correspondent, ce qui est le cas en procédure pénale d'ailleurs, hein, à des points du cours, à des chapitres, et le TD suit le cours jusqu'à ce que le TD dépasse le cours parce que l'enseignant est trop bavard et en retard. Ça, c'est aussi peut-être en première année. Ensuite, on a ces exigences disciplinaires de spécialisation, et plus on avance dans la licence, plus ça se spécialise. On essaie de porter, mais c'est difficile aussi, et on fait sa propre autocritique, l'idée que, puisqu'il s'agit de préparer nos étudiants à certains exercices, avec l'idée qu'au bout du cycle de licence, ils soient capables, pour la faculté de droit, de maîtriser le cas pratique, la dissertation, le commentaire de texte, le commentaire d'arrêt, enfin, les bases qu'on évoquait tout à l'heure. Moi, pendant longtemps, je faisais à peu près tout faire. J'avais des séances de TD, et puis c'était tantôt l'un, tantôt l'autre. J'ai changé de braquet, je me suis dit, non, on va les marteler de cas pratiques, puisque c'est des preuves qui, à l'examen, ils ne font que ça toutes les séances, jusqu'à le maîtriser. C'est la vertu de la répétition cette fois. Mais là encore, beaucoup de collègues considèrent que quelle est l'épreuve la plus adaptée à une matière? Est-ce que ça ne touche pas à la liberté académique? Bon, c'est discutable aussi. Mais voilà, je crois que de ce point de vue, il faut vraiment y veiller. Un dernier point peut-être pour évoquer une difficulté, ça rejoint celle avec laquelle on a commencé, c'est que nous on a une contrainte qui s'est du volume. La faculté de droit et de sciences politiques, c'est 1200 groupes de travaux dirigés. Surtout le cycle confondu, on dit waouh, effectivement, il faut trouver des bras pour faire ces 1200 groupes. Ce qui nous pose nous d'immenses difficultés, hein, pour le dire très concrètement, parce que on dépasse un peu de ce champ-là, mais ça doit nous interpeller aussi sur l'avenir. Il y a une petite désaffection quand même pour le doctorat et pour la recherche en droit. On a de moins en moins de candidats et d'inscrits en thèse. Et donc, pour l'instant, on n'en souffre pas encore, mais d'autres établissements qui n'ont pas eu de chance, notre taille sans doute, commencent à ne plus avoir assez de doctorants. Alors, c'était déjà le cas, mais même pour les établissements, il y a plus de contrats doctoraux que de candidats, ce qui quand même commence à inquiéter. Et pour la suite, on se dit, voilà, c'est l'exercice le plus difficile, on doit y mettre les meilleurs enseignants ou les meilleurs jeunes enseignants s'il s'agit de charger de TD. Il faut veiller quand même à ce qu'on ait une qualité derrière cela, et il est désormais des universités où les TD n'ouvrent pas faute d'enseignants. Alors, nous, c'est pas notre cas encore, alors, on le sait, on est souvent à flux tendu, et pour peu qu'on ait une défaillance la veille de l'ouverture, c'est prendre pas de combat, on le sait pour trouver, et pour l'instant on trouve toujours des gens de qualité pour les remplacer, mais il y a des universités également, parlementaires, qui parfois n'ouvrent pas une matière, n'ouvrent pas le TD d'une matière, pour pouvoir faire faute de bras. L'idée qu'on souhaite nous porter, c'est que le contrôle continu intégral, dans les TD c'est fondamental, et ce qui va compter, c'est l'évaluation du travail régulier d'étudiants. Elle risque d'être mise en difficulté par ces questions bassement, mais autrement importantes, bassement matérielles. Non, je n'ai rien à ajouter, parce qu'au fond, on a les mêmes préoccupations, à la fois sur ce que l'on attend d'un... Non, je fais très bien. Ce que l'on attend d'un... On appelle ça conférence de méthode. Enfin, c'est des travaux dirigés, et puis, oui, s'assurer que le ou la chargée de TD ne se livre pas, ne cède pas aux démons qu'évoquait Jean-Baptiste à l'instant et que nous avons tous connus, c'est-à-dire faire comme le prof. L'objet. Et une fois que ces choses sont cadrées, effectivement, ça peut être un espace où on construit des choses intéressantes. Mais je ne suis pas toujours sûr qu'on y arrive. Merci messieurs. Je me tourne vers Maxime, au vu de ton commettre des horloges. Est-ce qu'on ne passerait pas peut-être au temps d'échange pour permettre
éventuellement les questions de la salle. Alors, y a-t-il des questions dans la salle? C'est une question qu'on a abordée déjà. On a une première copie, rapport de recherche, une mémoire ChatGPT. L'outil aujourd'hui est de telle façon qu'on les détecte très vite, donc n'allez pas chercher à le faire vous-même, même si il y a des gens qui ne l'envisageaient pas. Parce que les sources qui sont souvent citées sont des sources étrangères, puisque pour l'instant encore, les sources françaises sont souvent des sources protégées auxquelles l'outil d'intelligence artificielle n'a pas accès. Donc si on fait un mémoire en ChatGPT, il ne peut pas citer Delos parce qu'il faut avoir les codes pour pouvoir y accéder. Mais avec le développement des archives ouvertes, en particulier pour lesquelles on est très sollicité, très vite l'outil va se perfectionner. Alors, pour ce qui est des devoirs maison, on essaie de régler la difficulté en disant c'est fini. Voilà, tout simplement. Et de ce point de vue, ChatGPT n'a fait qu'industrialiser un problème qu'on avait déjà. C'est-à-dire que quand c'est un devoir maison, on ne sait pas qui le fait. Alors, ça peut être l'étudiant, on espère que parler dans ces cas, son parent, son petit frère, son prof particulier, ce qui est régulier, surtout quand c'est un enseignant ici. Mais voilà, ça restait marginal. Là, aujourd'hui, avec ChatGPT, n'importe qui peut faire sa copie de dissertation directement. Donc, on va admettre que dans le cadre de la licence, en tout cas, il n'y aura plus de devoirs maison qui seront remis. Ce qui supposait également ce travail sur le calendrier, c'est que quand on était sur un calendrier avec 6 semaines de travaux dirigés en première année, c'est tout à fait impossible. Il faut 3 notes, et donc c'est-à-dire qu'une séance sur 2, c'est une évaluation si on supprime le devoir maison. Donc là, on peut effectivement y revenir, en disant, mais désormais, avec 9 voire 10 séances de travaux dirigés en première année, on va pouvoir prendre le temps d'évaluer nos étudiants sans avoir à solliciter des devoirs rendus à la maison, qui pourront toujours être quand même remis, parce qu'il faut permettre à l'étudiant de progresser, d'essayer, de dire j'ai essayé de faire un plan, ce que je peux vous soumettre, etc. Bien sûr, mais peut-être plus le prendre comme trentaine. Là, la difficulté rejaillit si on dépasse la question du TD, ça va être les rapports de recherche en mémoire, parce que quand on va faire des mémoires sur table, en master, ça va être assez compliqué. Et là, j'avoue que j'ai pas de solution. On commence à les avoir, et c'est pas du plagiat, il faut modifier le règlement d'examen pour l'envisager. Pour l'instant encore, on les détecte, mais c'est une vraie difficulté à l'avenir pour la recherche, pas tellement pour les examens, puisqu'on peut s'adapter en écartant, mais pour la recherche. On est confronté à la difficulté. Nous avions tous développé des outils permettant de déceler, de débusquer des plagiats, ce qui permettait parfois de constater que certains étudiantes ou certains étudiants n'avaient pas de main morte, avec 75, 80, 90% de plagiat sur un rapport de recherche, voire parfois même un mémoire. Là, on est désarmé. Alors, certains établissements ont fait le choix, je crois que c'est le cas de Sciences Po Paris, d'inscrire dans leur règlement d'examen une interdiction du recours à ChatGPT. On peut interdire, je crains que ce soit un vœu pieux, parce que, comme on a du mal à déceler le recours à ce type d'instrument, on aura évidemment du mal à faire appliquer effectivement cette interdiction. Alors certains, nous on tâtonne, on hésite, est-ce que la solution ne viendrait pas de domestication en fait, de l'intelligence artificielle? C'est un moyen qui sera à la disposition de tout le monde, apprenons à s'en servir, et quand on s'en sert, il faut dire qu'on s'en est servi. Ce qui permettrait peut-être de relativiser le biais que représente le recours à ce type d'outils. Je dois dire que pour l'instant, ma religion n'est pas faite, et je ne sais pas trop comment on va faire. C'est vrai qu'on est là dans une période de transition. Recourir à ChatGPT se voit encore comme le nez au milieu de la figure. Effectivement, il y a un problème de source. Soit il n'y a pas de source, soit ce sont des sources étrangères. Et donc ça met évidemment la puce à l'oreille du lecteur ou de la lectrice. Mais on ne doit pas exclure qu'à un moment donné, ça devienne plus compliqué. Et que cette intelligence artificielle atteigne un niveau de sophistication qui, d'une manière ou d'une autre, lui permette de contourner les obstacles actuels. Là, je ne sais pas trop comment faire. Mais ça nous laisse quelques mois au moins pour y réfléchir, j'espère.
Je vais répondre. Il n'y a pas de docteur du sens de l'éducation ici. Mais c'est l'une des chances qu'évoquait Rostan, c'est qu'au sein d'Aix-Marseille Université, qui est une université omnidisciplinaire, nous travaillons avec des collègues en sciences de l'éducation sur un certain nombre de sujets. Aujourd'hui encore, par exemple, il y a un groupe de travail qui se met en place sur l'innovation pédagogique, qui est piloté par la directrice de l'INSPE d'ailleurs, sur ce terrain-là, auquel participent de droit les visiteurs d'information, celle de l'affecteur en particulier, puis les collègues qui peuvent être intéressés. Donc c'est vrai qu'on a des échanges au niveau de l'établissement. Et ensuite, on essaye de voir, parce que ça n'est pas si simple, si sur un certain nombre de sujets, positions, on peut, soit on est plutôt des gens enthousiastes et de bonne volonté, mais on peut aller dans le sens préconisé, d'abord parce qu'on a ces contraintes que j'évoquais de volume, ce qui n'est pas le cas de tous les établissements, et puis aussi on a ces exigences disciplinaires. Voilà, développer la curiosité, ou faire travailler les étudiants différemment. On voit bien que on a quand même des contraintes. Là, c'est l'expérience française, moi quand je suis revenu, à Aix-Marseille Université en tant qu'enseignant en tout cas, j'ai été chargé par mon prédécesseur des innovations pédagogiques et du numérique. Ma plus grande idée a été de quitter ces fonctions fin 2019, de telle sorte que mon successeur pendant le Covid a sué du sang, pour le numérique en tout cas. Mais sur les innovations pédagogiques, moi j'ai beaucoup travaillé avec les sciences de l'université, c'est formidable. Hein. Il y a des salles adaptées, modulables, sur la participation d'étudiants, tout est très différent. Et je me disais, quand je vois ce que l'on fait, on part de tellement loin que c'est une perspective pour le siècle suivant sans doute. Mais voilà, pour vous rassurer, pas ici, parce que je pense que l'association a eu à cœur d'inviter les enseignants en droit, mais pour ce qui est des sciences de l'éducation, il y a une réflexion très importante qui vient au sein d'Aix-Marseille Université. J'ai le sentiment que derrière la question, l'interpellation que vous avez adressée, il y a en creux l'idée que le professeur de droit serait réticent par culture, par formation, par tradition, à confronter leur approche à celle venant d'autres disciplines. Alors, je dois la vérité de vous dire que ça a longtemps été mon cas. Moi, j'ai gardé un souvenir accablant de la formation didactique que j'ai reçue alors que j'étais jeune moniteur de l'enseignement supérieur, à la fin des années 80. Je ne saisissais pas du tout le sens de ce que l'on attendait de moi ou de ce que l'on voulait me faire comprendre. Et je crois que la question de l'enseignement en tant que articulation de plusieurs techniques, de plusieurs méthodes de transmission a longtemps été un impensé pour les professeurs de droit, pour les facultés de droit. On considérait qu'on avait une sorte de science infuse et qu'on était évidemment capable, on n'avait pas besoin de ça. D'abord, on passait le concours d'agrégation, on passait devant des commissions de spécialistes dont je me souviens qu'elles se réunissaient dans cette salle, et on était capable de répondre à un jury ou une assemblée par essence hostile et argumentée, et ça devait suffire à convaincre chacun et chacune du fait que nous étions compétents sur ça. Je crois que tout ça est largement dépassé depuis longtemps. C'est-à-dire que d'abord je constate que les colloques, les conférences interdisciplinaires ou pluridisciplinaires sur ces thèmes-là n'ont cessé de se multiplier au cours des 15 dernières années. Il y a Marilyn Criello a lancé ses ateliers sur la pluridisciplinarité. Enfin, je crois que plus personne, y compris dans notre corporation racie de tradition et de conservatisme, plus personne ne considère que ce serait dérogé que de s'interroger sur la manière de bien enseigner. Et je crois que chacune et chacun est convaincu du fait que nous avons besoin les uns des autres pour bien comprendre ce que sont les mécanismes. Après, évidemment, on a des spécificités disciplinaires. Donc voilà, je crois que l'absence d'un collègue spécialiste de sciences d'éducation est surtout due au fait que les organisateurs de cette conférence ont voulu faire plaisir à un très jeune doyen et un vieux professeur de droit, et que voilà, vous avez imaginé que nous aurions des choses intéressantes à dire. Peut-être est-ce le cas, mais ça n'est manifestement pas suffisant. Donc la prochaine fois, vous veillerez effectivement à élargir le panel.
Et personne ne vous en fera le reproche. Je me permets de compléter la réponse par un petit peu d'autopromotion. Non pas personnelle, mais de l'Institut Portalis, puisque effectivement, vous évoquiez les colloques sur la question. La revue Les Cahiers Portalis, qui avait été créée par l'association et qui maintenant est autonome, disponible sur Cairn, disponible également en papier, a consacré un numéro en décembre 2022 sur l'enseignement du droit. Et dans ce dossier ne figure pas que des juristes. En tout cas, la question effectivement de la pluridisciplinarité est évoquée. Donc si ces thèmes de l'enseignement vous ont plu, ils sont disponibles en papier, donc sur l'universitaire d'Aix-Marseille, publié par les presses universitaires d'Aix-Marseille, mais également sur Cairn, accessible depuis vos vélos. Voilà. Alors, c'est une question qui est loin d'être inintéressante, pour tout vous dire. On y a réfléchi sur d'autres aspects. Il y a deux difficultés que je vais montrer ensuite. La première, c'est intéressant parce qu'en réalité, on sortirait d'un cycle que je trouve moi difficile, qui est d'avoir 10, peut-être bientôt 12 semaines d'enseignement, puis des révisions, puis 2 semaines d'épreuves, puis on reprend ce rythme. Donc, en fait, on aurait une sorte de poursuite ininterrompue qui pourrait presque ressembler à ce qui était la situation d'avant la semestrialisation. On ne verrait même plus la période des examens parce qu'elle aurait disparu au profit du contrôle continu. Donc ça nous ferait, pour ça que la question a été posée, gagner un temps considérable parce qu'on supprimerait le temps des examens. On n'aurait plus que du contrôle continu, ce qui peut sembler intéressant. Ça présente deux difficultés. C'est d'abord, en termes réglementaires, le contrôle continu, ça suppose 3 notes. Enfin 2 plus celle qui vaut la troisième note et la seconde chance, mais en tout cas 3 notes. Ce qui signifie que, par exemple, pour les collègues qui enseignent dans des matières dites théoriques en première année, non pas 750, mais 2250 copies à corriger. Donc là, je pense que j'aurai des difficultés à trouver en tout cas des enseignants, sauf à industrialiser le recours au QCM, c'est-à-dire les étudiants, 3 fois par semestre, feraient uniquement du QCM. Pourquoi pas pour certaines matières après ton première année, mais si on évalue les étudiants tout au long d'un cycle licence par QCM de façon systématique, ça rend la chose difficile et les volumes ne le permettent pas. Deuxième difficulté, là je pense que c'est pas rendre service aux étudiants, c'est que le contrôle continu a un immense mérite pour les collègues, c'est qu'il n'y a pas de rattrapage. Parce qu'on considère que le nombre de notes étant suffisant, vous avez eu plusieurs chances pour y arriver. Et je ne suis pas certain que l'absence de rattrapage, compte tenu de ce qui peut arriver dans un parcours d'étudiant, d'accident, on a un peu de temps à comprendre la matière, on se réveille un peu tard, quelles que soient les situations, le conduisent. Donc on a opté pour un mix, si j'ose dire, c'est-à-dire du contrôle continu pour les matières pratiques et uniquement du contrôle continu, parce que ce sera la licence. Et donc pour permettre aux étudiants justement d'avoir une sorte d'évaluation, et c'est fondamental, puisque c'est pas simplement le TD plus tard la note, de l'épreuve, c'est-à-dire que passer le mois de novembre, cette matière est terminée, on n'en parle plus. Et puis des épreuves terminales encore sous un format classique, pour ces raisons de contraintes, si j'ose dire, tant réglementaires que de volume, pour dire les choses très clairement. La question, alors, elle existe cette licence en 4 ans, mais elle est pour les étudiants en difficulté, et ça ne fonctionne pas. C'est-à-dire que les étudiants, même s'ils sont en difficulté, vont préférer, alors que c'est plutôt une aide qu'on leur tend, si je veux dire, c'est le parcours. Enfin, c'est le parcours secondaire, c'est le parcours d'accompagnement à la réussite en licence, où la première année est scindée en deux. Donc ces étudiants qu'on identifie sur Parcoursup comme ayant peut-être moins de chances de réussir que les autres, on leur propose de faire la première année en 2, en espérant que cela permette de... Ce qu'on voit ensuite, c'est qu'il y a une énorme déperdition, c'est que s'ils sont pris dans un autre établissement qui leur propose une licence en 3 ans, ils choisiront la licence en 3 ans. Donc ça nous a renseigné en tout cas sur le fait que ça ne correspond pas, peut-être vous auriez ce souhait, ça ne correspond pas à un souhait de nos étudiants. Et par rapport à ce que j'évoquais, si on commence à expliquer aux étudiants qu'il faudra aller une année de plus à l'université, je ne suis pas certain que ça réponde à cette attente. Ça pose une autre difficulté. On a eu aujourd'hui le même sujet qui a été suivi. Désormais, il y a une solution de compromis qui a été trouvée, mais la question s'était posée de prévoir l'exigence d'un Master 2 pour accéder à l'école des avocats. Ça a soulevé un tollé en disant que vous allez rallonger les études de droit pour alors qu'il n'y en a pas besoin. Quasiment tous les étudiants qui rentrent à l'école des avocats ont un Master 2, mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc la solution de compromis, c'est qu'il le faudra pour le CAPA, pas pour rentrer, peu importe.
Ça pose une autre question, qui est concrètement celle aussi de la situation de certains de nos étudiants, qui peut être des situations de précarité, certains travaillent à côté de leurs études. Donc c'est pas simplement un souhait de dire j'ai pas envie de m'attarder sur les bancs d'après, c'est que ça obligerait certains étudiants à devoir bénéficier d'une bourse, c'est aujourd'hui, enfin, qui n'est pas suffisante pour vivre correctement, à faire la queue pour bénéficier de l'aide alimentaire une année de plus. Donc c'est pas qu'une question simplement pédagogique ou vertueuse, c'est aussi de savoir à quel public on se destine. Quand on voit, hélas, pardon de le dire ainsi, parce que c'est moins notre sujet de préoccupation, mais le succès du repas à 1 euro, on sent qu'une année de plus pour les étudiants, c'est une année de galère de plus pour certains d'entre eux. Je crois qu'il y avait une question, mais avant, je ne prétendrai pas reformuler la question du tout, mais elle peut aussi peut-être la question du cadre licence master doctorat, qui certes a ses vertus, mais peut-être trop contraignant, ou en tout cas crée des difficultés spécifiques pour justement diversifier, pour répondre éventuellement à des besoins spécifiques ou à des envies différentes des étudiants. Moi, le sentiment que j'avais sur cette réforme LMD, qui n'est pas celle qui conduit à la semestrialisation. La semestrialisation, c'est plus ancien. C'est deux choses. La première, parce qu'il y a des individus qui copient les Sciences Po. La première, c'est que ça conduit nos étudiants à considérer que le dernier semestre de licence ne sert plus à rien. Parce que finalement, ils sont sélectionnés sur la base des résultats qu'ils viennent d'obtenir, ils vont candidater sur un master dans quelques semaines à peine, et donc maintenant on peut tranquillement se détendre et se proposer. Ce qui est d'ailleurs, c'est doublement une erreur. Chaque année, on a des étudiants qui nous écrivent et qui nous disent, en général, moi, monsieur le doyen, j'ai été pris dans tel master, mais malheureusement, j'ai raté mon année, parce que j'ai tellement levé le pied au second semestre que je me retrouve à 9,7. Auriez-vous la gentillesse de me donner les 0,3 points manquants? Je réponds, c'est dommage, soyez plus ambitieux, demandez une mention assez bien tout de suite. Pourquoi vous limitez simplement à 10? Évidemment, hein, la question ne se pose pas, mais c'est assez singulier d'avoir des étudiants qui ont tout donné au semestre 5 pour atteindre parfois 10,5, 11, et qui se retrouvent à 9 seulement au second semestre parce qu'ils considéraient que ça y est, le plus dur avait été fait. Deuxième chose, et ça je le rappelle, ce qu'il y a des étudiants ici, certes, l'intégration en Master 1 donne le droit à poursuivre en Master 2, mais pas nécessairement en Master 2 de leur choix. Et on a des parcours aujourd'hui, des mentions, pardon, par exemple la mention dans les affaires, où il y aura 19 parcours de M2, c'est la plus grande mention d'excellence à l'université, mais on a souvent des mentions à 3-4 parcours, ce qui signifie que les directeurs de mention et parcours, quand ils doivent ensuite orienter les étudiants entre le M1 et le M2, regarderont les résultats du dernier semestre de licence et aussi du premier semestre de master. Donc il est évidemment très important. Quoi qu'il en soit, sur ce point, on a un sentiment, en tout cas c'était le mien, on n'avait jamais fait la réforme LMD à la faculté. C'est-à-dire, ce que j'évoquais, le Master 1 ressemblait beaucoup, il ressemblera encore à ce qu'étaient nos maîtrises. C'est-à-dire de grands effectifs pour beaucoup d'entre eux, avec ensuite des spécialisations DEA ou DESS. Beaucoup des masters d'aujourd'hui sont les anciens DEA, DESS d'ailleurs, même si l'offre est assez largement diversifiée. Et ça rejoint ce que j'ai évoqué tout à l'heure, les exercices qu'on propose à nos étudiants en Master 1 ressemblent beaucoup à ceux de la licence, alors qu'ils pourraient ressembler à ceux du Master 2, c'est-à-dire des mises en situation, des cas plus concrets, des exercices peut-être plus originaux dans leur forme. Donc, on essaye de travailler en ce sens, mais après on a cette contrainte, c'est que en droit des affaires, ils sont encore 340 en Master 1, en droit pénal, ils sont 120, donc on a encore des approches liées au volume, même si on peut essayer de travailler à la marge un certain nombre de choses. Je termine en disant qu'on avait copié un peu Sciences Po, pour essayer peut-être d'aller vers enfin, je vais reprendre de se battre contre les moulins, mais la réforme LMD, elle est faite, ça va faire presque 20 ans, il ne s'agit plus d'y revenir, hein. Mais on essaye en tout cas d'insister sur le passage. Et donc, on proposera, pas dès l'année prochaine, parce qu'on attend quand même que les étudiants aient un peu plus, mais un grand oral de fin de licence, voilà, où on copie un peu Sciences Po, sur le modèle justement de ce grand tour, pour solennaliser le moment, pour terminer un cycle et commencer le suivant. Pour redonner du sens un petit peu à ce qu'est la licence, et plus penser que les années se suivent et là se ressemblent. Voilà. Donc ça ne rejoint pas l'idée d'une licence en 4 ans, mais en tout cas ça redonne en tout cas de la cohérence à la licence. L'idée derrière, c'est essayer de donner de la cohérence au master. Excellent. Vous avez sans doute raison, et ce phénomène est à la fois contraint et accentué. Contraint parce que, hélas, on aimerait pouvoir poser, à l'occasion, je parlais
je connais mieux, mais le code de procédure pénale, pourquoi pas les questions de droit pénal, je risque alors d'avoir des recours d'étudiants qui considéraient que je n'ai pas évolué. Alors c'est compliqué parce qu'il n'y a pas un programme défini comme ça peut être le cas dans les concours. Où là, on va vérifier que la question posée est bien l'une de celles listées, etc. Je crois quand même que, malgré la qualité de l'argumentation et la souplesse du tribunal administratif, je ne prendrai pas le risque, en tout cas, d'aller poser des questions sur des matières qui n'ont pas été enseignées à l'occasion du semestre, mais les années précédentes. Il y a une autre contrainte qui est celle, bien sûr, c'est que nos étudiants ne sont pas tous issus du même cycle. C'est-à-dire qu'on accueille des étudiants parfois en deuxième année, sur la base d'équivalence, voire en troisième année, et qui viennent peut-être aussi d'autres universités où le format d'enseignement n'est pas exactement le même. Alors vous me direz c'est marginal, mais si on considère que, après tout, en licence 3, ils sont tous censés avoir fait d'ores et déjà du droit de l'Union européenne, peut-être pas, peut-être que dans d'autres universités c'est en troisième année, et donc nécessairement sur la pose des questions sur des matières qu'ils n'ont pas vues, on les exclut. Ensuite, je dis ce phénomène est accentué, ça on peut essayer de compenser en tout cas. Parce que, autant l'évaluation elle-même, on aura ses difficultés, autant sur l'enseignement, sur les liens à faire entre les matières, on peut l'envisager différemment. D'abord, je pense que beaucoup des collègues aujourd'hui font travailler les étudiants sur ces interactions. Je crois qu'un des premiers thèmes que j'aborde en procédure pénale, c'est le statut du service public en projetant une mission de la CJUE sur les sources, donc ça me permet d'y revenir. Mais on a aussi nos difficultés, et c'est un critique qu'on en fait. Moi, je me suis rendu compte en prenant mes fonctions, parce que j'ignorais quels étaient les collègues qui enseignaient dans la même division que moi. C'est horrible, hein, quand même. Je sais pas. Enfin, si, le collègue après moi qui me succède dans l'office, ça je le voyais bien, parce qu'on se saluait, on discutait à un moment, mais celui qui était là la veille l'après-midi, je l'ignorais. Donc, on va essayer de mettre en place des commissions pédagogiques, ça commence, hein, sous l'impulsion du directeur des études, qui réunissent les enseignants pour échanger sur les modalités d'évaluation. Et ne serait-ce que discuter sur ce que l'on voit, ce que l'on fait, c'est déjà beaucoup, parce que c'est nouveau. Et ça donne presque tout de suite, c'est pour ça que je disais, je suis assez enthousiaste comme garçon, d'autres envies. Là, je sais que se mettre en place des discussions entre les sites. On enseigne la même matière, mais sur différents sites. Parfois, on n'est pas du même laboratoire, du même institut. Comment vous l'abordez, de quoi vous parlez, quels sont les points que vous voyez. Et on commence en tout cas à avoir, c'est un frémissement encore, mais des collègues qui échangent. On a même désormais des cours partagés lorsqu'en master, c'est l'expérience de Nathalie, sur un cours qui a été fait par plusieurs enseignants, avec des points de vue, des spécialités différentes. On va essayer de les mettre en place, un cours complètement baroque, c'est une grande question du droit, c'est 20 heures, mais c'est 10 conférences de 2 heures par 10 enseignants différents, en première année, dès le deuxième semestre. Donc on ne réglera pas tout par rapport à ce que vous évoquez sur l'évaluation qui consisterait à mobiliser les connaissances issues d'autres disciplines. On peut quand même essayer de rappeler régulièrement aux étudiants que le droit, c'est la composante d'un tout, déjà, au sein de la société, et que le droit administratif, de la santé, le droit pénal, c'est aussi la composante plus large de ce qu'est la matière juridique. Y a-t-il d'autres questions? Je crois dans ce cas que nous pouvons considérer la séance comme close. Merci beaucoup. Merci à nos intervenants.